Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Je vais commencer cette présentation par vous poser une première question. Que faisiez-vous en 1989 avec un monde sans web? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et vous rappeler cette belle époque pour certains. Sachez que mi-novembre 89, Tim Berners-Lee, chercheur au CERN de Genève, invente le langage HTML ainsi que les composants associés tels que le navigateur, le serveur web et surtout le protocole HTTP. Il a inventé tout ça dans le but de fabriquer un système de documentation pour échanger de la documentation entre les différents chercheurs du CERN. Et donc, il a eu ce besoin de mettre en page des documents et que les gens puissent consulter cette documentation à distance. De la simplicité de ces débuts du protocole jusqu'à aujourd'hui, je vais vous plonger dans 36 ans d'évolution du protocole HTTP. Je vous invite à ce voyage dans le temps à travers les grandes étapes de l'évolution du protocole qui a propulsé Internet dans l'ère moderne que nous connaissons tous aujourd'hui. Je me présente. En 1989, je passais mon bac. Je suis né la même année que le fameux microprocesseur Intel 4004. Et en 1983, je faisais mes programmes sur Orica, basé sur le fameux microprocesseur 6502. Aujourd'hui, je suis consultant chez Whiskel depuis 6 ans. Whiskel existe depuis 10 ans. Nous sommes une ESN orientée dans le cloud. Nous travaillons sur des infrastructures, nous faisons du DevOps et du Platform Engineer. Nous sommes 70 en France, Paris, avec une agence à Paris et à Nantes, et partout en France. Bien évidemment, nous recrutons. Le 16 octobre prochain, nous organisons une conférence au sujet de la Platform Engineer. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez venir parler avec nous de ces sujets-là. Il reste des places. Revenons à l'objet de notre présentation. Pour commencer ce voyage, remontons un peu dans le temps. En 1989, Tim Berners-Lee invente le protocole HTTP. Janvier 1993, le navigateur NCSA Mosaic apparaît. Puis, l'année d'après, Netscape 1.1, avec le fameux support des cookies. Et en 1996, la première RFC pour normaliser le protocole dans sa version 1.0. Puis l'année d'après, une nouvelle RFC pour normaliser la version 1.1 du protocole. Novembre 2024, sortie de la première version de Firefox. Et en 2015, nouvelle RFC pour la normalisation de la version 2 du protocole, 18 ans après la dernière normalisation. Et puis, 7 ans plus tard, en 2022, nouvelle RFC pour normaliser la version 3 du protocole. Aujourd'hui, je vous propose de passer en détail chacune de ces évolutions et de voir ce qu'elles ont apporté dans le temps. Donc la version 0.9, en fait, elle n'est pas nommée tout à fait 0.9, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de repo qui contient la version 0.9, mais toutes les versions antérieures à la version 1.0, on les appelle classiquement les 0.9. Et donc, la première version est sortie aux alentours de 1989. Cette première version est très simple. Elle utilise TCP/IP pour le transport, et le protocole de communication à l'intérieur de ce canal de communication, c'est du protocole ASCII. Mais il suffit de se connecter sur un serveur, sur le port 80, en mode TCP. Et une fois la connexion établie, on peut passer un ordre qui est aujourd'hui le premier ordre qui était seulement disponible, c'était GET, qui permettait d'obtenir un fichier qui était disponible sur le serveur. Si le fichier est présent sur le serveur renvoie ce fichier, tel qu'une image HTML ou une image ou une page HTML. Et une fois que le fichier est envoyé, la communication est rompue. Donc on est sur un protocole extrêmement simple, extrêmement basique, mais qui rendait le service. Nous constatons qu'il n'y a pas de code de retour, qu'il n'y a pas de version de protocole, et que, évidemment, une fois que chaque fichier est obtenu, la communication TCP est rompue. Donc ici, le client, le navigateur, se connecte au serveur, demande le fichier hello.html, le serveur le renvoie
et la communication TCP est rompue. Si j'ai besoin d'un deuxième fichier, par exemple dans cette page HTML, il y a le logo.gif, ben, le navigateur doit de nouveau établir la connexion avec le serveur. Le serveur, si le fichier est disponible, lui renvoie et rompt la communication, et ainsi de suite pour tous les fichiers. Donc on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à chaque fois un peu pour rien. Mais à l'époque, c'était comme ça que ça fonctionnait. En mai 1996, la version 1.0 du protocole est normalisée et il y a des nouveautés. Alors, c'est toujours du TCP, c'est toujours de l'ASCII, et il y a deux nouveaux verbes qui ont été ajoutés, qui sont le verbe head et le verbe post. Également sont rajoutés une version du protocole. Les premiers codes retour d'erreur apparaissent. Entre autres, là, c'est le code 200, puisque tout s'est bien passé. Et également apparaissent le fameux header content type qui indique au navigateur le fichier que tu as demandé est de ce type-là. Donc c'est soit du HTML, soit une image, un JPEG, un GIF, etc. À l'époque, il n'y avait pas encore PNG. Le content type est envoyé, le document est envoyé, et la connexion est rompue. Une nouvelle version sort, même pas un an après, c'est la version 1.1 du protocole. C'est toujours du TCP, c'est toujours du protocole ASCII. Et là, la grande nouveauté, qui va un peu révolutionner la partie hébergement de site web, il y a un nouveau header qui apparaît, c'est host. Alors, vous le voyez ici. Lorsque je me connecte, donc ici je me connecte en TCP sur ce serveur, j'envoie ma commande et je peux en même temps balancer le header pour dire quel host je veux joindre. Et en fait, c'est de là que va apparaître l'hébergement multi-domaine sur une même IP. On va pouvoir héberger plusieurs noms de domaine. Jusqu'à présent, et c'est une des révolutions de cette version-là, c'est pour ça qu'elle est sortie très rapidement, il fallait un nom de domaine, une IP, un serveur web. On ne pouvait pas faire du multi-hosting. Et donc, c'est à ce moment-là que dans, par exemple, les configurations de serveurs Apache, est arrivée la fameuse section Virtual Host, que certains doivent connaître par ici. On continue dans les améliorations. Des nouveaux headers font leur apparition. Accept language, accept encoding. Donc ça, c'est des infos que le navigateur peut dire au serveur, voilà, je supporte ça, donc tu peux me renvoyer un certain nombre d'informations. 4 nouveaux verbes font aussi leur apparition. Option, put, delete et trace. Il y a maintenant environ 35 codes d'erreur possibles. Donc vous voyez, ça commence à s'enrichir. Et très grande nouveauté, du même niveau que les nouveautés du multi-hosting, il y a la possibilité d'avoir des connexions persistantes. Également, une gestion du content type, avec également la gestion du tag e-tag qui permet d'avoir une gestion du cache un peu plus moderne pour gérer les caches sur l'ensemble de la connexion. Et aussi une fonctionnalité très intéressante qui était la fonctionnalité de chunk et de range qui permet de reprendre le téléchargement partiel d'un fichier. Je ne sais pas si à l'époque vous avez fait beaucoup de téléchargements de grosses images ISO. Si ça s'arrêtait et que vous pouviez reprendre le téléchargement, c'est grâce à cette fonctionnalité-là qui a été introduite dans cette version-là. Alors, détaillons un petit peu la partie Keep Alive. Keep Alive, c'était la fameuse persistance de données, de connexion, pardon. Donc jusqu'à présent, dans la version 1 et dans la version antérieure à 1, à chaque fois qu'on récupérait un document, la connexion était rompue. Depuis la version 1.1, vous pouviez enchaîner les demandes de fichiers. Donc là, je demande le premier fichier, le fichier est envoyé au client. Je peux ensuite demander un deuxième fichier, et ainsi de suite, mais la connexion reste établie. Donc j'ai un gain de temps, je n'ai pas besoin de réétablir la connexion socket entre le client et le serveur. Donc ça, c'est une très très bonne amélioration des performances. Il y a une deuxième chose qui est arrivée qui est un petit peu moins connue, c'est qu'en même temps que il y a cette fonction de Keep Alive, il y a aussi une fonction de pipelining. Alors le pipelining dit simplement, c'est que vous pouviez envoyer plusieurs requêtes simultanément et vos fichiers vous arrivaient
de façon décalée, les uns après les autres, toujours, on respecte l'ordre, mais vous pouviez envoyer plusieurs requêtes simultanément. Donc ça a contribué évidemment à l'amélioration des performances entre le client et le serveur. Quelques années après, on a vu, 18 ans après, la version 1.1, une version HTTP 2 arrive. Alors cette version hérite des expérimentations faites par Google sur un protocole qu'ils avaient appelé à l'époque Speedy, donc tout est dans le nom. C'était pour améliorer encore les performances de transfert. Et donc Google travaillait depuis 2010 et là on se retrouve à une normalisation et à une version HTTPD 2 en 2015. Alors, les grandes nouveautés, c'est que c'est toujours du TCP. Par contre, c'est du binaire. Alors là, c'est petite déception parce que pour débugger du binaire, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, mais ça permettait d'améliorer aussi les performances. Les entêtes, les headers sont compressés et voilà, ça aussi contribue à la performance et à la vitesse de la communication. Donc voilà un petit peu le lot des nouveautés. Et arrive une nouvelle fonctionnalité qui est la multiplicité de la communication entre le client et le serveur. Je m'explique. Donc en HTTP 1.1, 1.0, on l'a vu tout à l'heure, il faut se connecter, déconnecter pour chaque fichier. En HTTP 1.1, on avait la persistance de données, la persistance de communication avec le Keep Alive, et ensuite on avait le pipelining. Le système multiplexé que propose cette nouvelle version, c'est que si vous demandez un fichier, le premier ici, peut-être qu'il va mettre du temps à arriver, soit parce qu'il est gros, soit parce que le back-end qui va vous l'envoyer prend du temps. Eh bien, on peut aussi demander d'autres fichiers qui, eux, sont plus petits et ils vont peut-être doubler à la réception, côté du point de vue du client, l'arrivée de ces fichiers-là. Donc, la grande nouveauté dans cette version-là, c'est qu'on a cette fonctionnalité de flux de système multiplexé. Une requête vit sa vie et est transportée par le protocole de façon indépendante par rapport aux autres demandes. Autre bonus de la version 2 du HTTP, c'est ce qu'on a appelé le push server. Le push server, c'était une chose aussi intéressante pour améliorer les performances. Toujours dans le même esprit, je demande une page qui s'appelle index.html. Le serveur va bien renvoyer index.html, mais le serveur sait qu'il a aussi besoin, le navigateur, du fichier qui va s'appeler style.css. Et donc, il prend l'initiative, le serveur, d'envoyer en même temps que la page index.html, d'envoyer également le fichier style.css. Donc vous imaginez le gain, c'est-à-dire que le navigateur n'aura pas besoin de requêter ce fichier puisqu'il l'aura déjà en local dans son cache. Donc là, une nouvelle fois, possibilité, si votre infrastructure sait le ou les fichiers qu'il faut envoyer, le navigateur, lui, profitera de cette facilité d'avoir déjà les fichiers à disposition. Donc là, on passe par un header HTTP pour faire ça. Il y avait aussi de la conf, par exemple, dans le serveur HTTP Apache 2, on pouvait définir des patterns pour dire quand vous envoyez tel type de fichier, vous envoyez systématiquement ces fichiers-là. Et puis sur des applications back-end, là c'est du PHP, pareil, on pouvait gérer ça dans les headers. Donc ça, c'est toujours pareil, c'était une fonctionnalité possible pour améliorer, une nouvelle fois, les performances. Donc on voit que depuis le début, toutes les évolutions qui ont été faites du protocole, c'était toujours pour gagner de la performance, gagner de la vitesse. Alors là, on le voit clairement. Hop, je récupère le pointeur. Ici, on a une requête HTTP 1.1 où on voit le fichier index.html, puis le navigateur demande le fichier style.css, puis le navigateur demande logic.js, puis image.jpeg. Et on voit bien qu'ils sont les uns à la suite des autres. Ils ne sont pas parallélisés. On est obligé d'attendre que l'un ait fini pour commencer le suivant. En HTTP 2, on a un petit gain de temps, puisqu'on a vu qu'on pouvait paralléliser les appels et qu'ils n'arrivaient pas forcément dans l'ordre initial qu'on avait demandé. Donc là, c'est un premier gain. Et le dernier gain, c'est avec du push server. Quand je sais que je dois envoyer la page index.html, mon application sait qu'elle doit envoyer aussi ces trois autres fichiers. Et tout de suite, avec la réponse du index.html, elle va envoyer les trois autres fichiers. Et donc du coup, le navigateur, lorsqu'il reçoit index.html, il a aussi les autres fichiers dans son cache et il peut, dès à présent,
commencer à rendre sa page. Ça, c'était les avantages du HTTP 3. Maintenant, passons au les avantages du HTTP 2. Passons maintenant aux avantages du HTTP 3. Donc, sorti en RFC en juin 2022, donc c'était il n'y a pas fort longtemps. Ce protocole est aussi issu des travaux de recherche de Google. Google avait travaillé depuis 2018 sur un nouveau protocole qui s'appelait Quick Google et qui permettait de faire une nouvelle implémentation du protocole HTTP pour démontrer que c'était un petit peu plus performant dans certains nouveaux use cases. Alors, spoil, on quitte le protocole TCP. Grosse révolution. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. On passe au protocole UDP, avec toutes les problématiques que je ne vais pas détailler ici. On pourrait faire un talk entier sur TCP versus UDP. Il y a des avantages des uns, des inconvénients des deux côtés. Donc voilà, ces deux protocoles ont été inventés pour deux raisons distinctes. Mais aujourd'hui, HTTP 3 a fait ce choix et on va voir pourquoi et comment on s'affranchit des problématiques de l'UDP qui va nous amener à résoudre des problèmes et améliorer des choses en UDP malgré tout. Donc, si je résume, on a des documents à transporter. On a des pages HTML, on a des fichiers, des images par exemple. Donc ça, c'est transporté par un protocole qui s'appelle le HTTP. Ce protocole, en HTTP 3, il est transporté lui-même par un protocole qui s'appelle Quick. Et qui lui-même est transporté par un autre protocole qui s'appelle UDP. Donc en fait, on a UDP, qui était un protocole qui était là depuis très longtemps, sur lequel on a rajouté un protocole Quick on va voir ce qu'il va nous amener comme nouveau service et qu'est-ce qu'il va nous rendre comme service. Et ensuite, on a la partie protocole HTTP qu'on connaît, GET, PUT, les péremptions de cache, etc., pour obtenir des fichiers. Donc on a bien cet empilement, et donc du coup, on a un certain niveau de service qui va arriver avec ces empilements. Alors, un des premiers services qui est grandement amélioré dans HTTP 3, c'est le multiplexage. Le multiplexage permet d'avoir un flux séparé pour chacun des fichiers. On va voir tout à l'heure un exemple, mais ça va permettre d'avoir des flux en termes de vitesse, des flux en termes de volume, des choses comme ça, et donc de distinguer les différentes requêtes concrètement au niveau du protocole Quick. Donc ça, c'est un des premiers grands avantages du protocole, c'est la partie multiplexée. Alors, un des avantages, alors pour le coup, les trois avantages que je vais vous citer, c'est mes avantages à moi, que j'ai vus dans le protocole. Il y en a plein d'autres, évidemment, le protocole est très riche. Mais un des premiers avantages, c'est de pouvoir passer d'une connexion de type, par exemple, Wi-Fi, vous êtes au bureau, à la maison, sur votre téléphone mobile, et vous passez dans la rue. Normalement, si vous faites ça en HTTP 1.1 ou 2, il faut réétablir la connexion avec le serveur, puisque votre adresse IP a changé, et donc la connexion jusqu'au serveur est rompue, et il faut la reconnecter. On a vu tout à l'heure qu'à chaque fois qu'on se reconnectait, on perdait du temps. Donc on a vu qu'en HTTP1, on faisait plein de connexions, déconnexions, on a fait du keep alive, et puis là, on se dit, on va faire autrement, on va essayer d'éviter d'avoir cette déconnexion-reconnexion. Donc ça, c'est une des forces du protocole Quick, c'est que lorsque vous changez de type de connexion, eh bien, il n'y a plus toute cette phase d'initialisation, d'ouvrir un canal de communication avec le serveur, quel qu'il soit, que ce soit en TCP ou en autre chose, puisque là, on n'est plus en TCP, on est en UDP, mais il va falloir voir comment on va gérer cette chose-là. Alors, comment c'est fait? C'est relativement simple, finalement. Pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt? Imaginons, vous êtes chez vous, avec votre téléphone mobile, avec votre navigateur favori, et vous faites une requête à un serveur. La première requête, le serveur ne vous connaît pas, vous ne le connaissez pas, vous avez juste son adresse IP via son nom, et puis vous vous connectez. Le serveur, quand il va vous voir arriver, il voit que vous arrivez sans connexion, sans ID de connexion Quick. Donc il y a un petit ID que le serveur va vous allouer et il va garder un contexte de son côté, un contexte de votre communication que vous allez avoir avec lui.
Et donc ce contexte, ben, il est matérialisé entre le client et le serveur par un ID. Et c'est cet ID que vous allez à chaque fois, donc la première connexion, vous n'en avez pas, il vous en donne un, et puis toutes les prochaines connexions que vous allez faire avec lui, tous les demandes de fichiers, tous les get, tous les put, vous allez toujours remettre cet ID de connexion quick. Ainsi, le serveur va vous identifier et va voir, ah ben c'est toi, ok, j'ai déjà tout ton contexte, je sais quelle langue tu parles, je sais quels sont les content types que tu désires recevoir, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on améliore aussi, c'est qu'on n'a pas besoin à chaque requête de repasser les langues de préférence ou les types d'objets qu'on veut recevoir. Donc ça, le serveur va le garder en contexte, et donc à chaque fois que vous allez communiquer avec lui, vous allez repasser cet ID, et le navigateur et le serveur savent à qui on parle. On s'est déjà connus. Donc finalement, si à un moment donné, je sors de chez moi avec mon téléphone mobile, que je reste connecté à mon applicatif favori, et que je refais une requête, et cette fois-ci je suis en 5G, ça ne change rien. Je vais envoyer un paquet UDP qui va finir au serveur, qui va être décodé en Quick, qui va remonter Quick, qui va trouver mon ID de connexion dans mon paquet UDP, et là va dire « Parfait, je te connais déjà, j'ai déjà tout ton contexte, et donc maintenant on va continuer notre communication comme si de rien n'était. » Ce n'est pas parce que tu as changé de FAI, tu as changé de type de communication, que je dois réinitialiser tout ton contexte. C'est toujours toi, tu m'as donné cet ID de connexion, bienvenue, et on continue notre discussion. Donc ça, c'est un des gros avantages de cette version 3 du protocole, c'est d'avoir un petit peu cette continuité, comme un session ID, mais sur le contexte HTTP. Alors, deuxième avantage, à mon sens, c'est ce qu'on appelle le 0 TTT. De quoi il s'agit? Lorsque nous étions en TCP, donc en HTTP 1.0 ou 1.1, voire même en HTTP 2, il fallait établir une connexion entre le client et le serveur. Pour établir cette connexion, pour ceux qui ont fait un peu de système réseau, bah, il y a un petit échange protocolaire. Salut, qui tu es? Moi, je suis ça, je suis là, voilà, bonjour. Donc, il y a un petit échange de quelques trames TCP. Mais ces quelques trames, bah, ça fait quand même 100 millisecondes. Et si à chaque fois que je me connecte et que je me déconnecte, je refais 100 millisecondes, bah, ça va me prendre du temps. Et puis, ces dernières années, en plus du TCP, on a rajouté un peu de sécurité. On a rajouté le TLS. Alors, le TLS, c'est pareil. Il y a un petit échange protocolaire à un moment entre le client et le serveur. Salut, quelle est ta clé? Voilà, on s'échange nos clés, on va pouvoir rentrer dans un canal de communication. Et vous voyez, ça rajoute de nouveau un certain nombre de paquets supplémentaires. Et ça, à chaque fois que je dois établir la connexion avec mon serveur. Donc on a vu qu'on pouvait optimiser avec le Keep Alive, mais quand même, malgré tout, lorsque je sors de chez moi, en Wi-Fi, que je passe sur ma 5G, ben, je vais perdre la connexion et je vais devoir la rétablir. Et donc il va falloir rétablir le TCP, il va falloir rétablir le TLS, et vous voyez, en millisecondes, ça commence à coûter. Donc si je fais ça très souvent, ben, je perds un peu de temps. Si on compare avec Quick, c'est quasiment gratuit. Quasiment gratuit puisque la première fois, il va falloir faire une requête sans ID de connexion. Et là, je vais recevoir un ID de connexion et on va commencer à monter un contexte entre le client et le serveur. Petit à petit, je vais enrichir, je vais dire je supporte telle langue, je supporte tel type d'encodage, etc. Donc, ces choses-là vont arriver au fur et à mesure. Je n'ai pas besoin de tout balancer à chaque fois et je le fais au fur et à mesure de mes besoins. Et donc, on se rend compte qu'on va gagner du temps à ce moment-là, puisqu'il n'y a plus ce temps d'établissement à chaque requête. En plus, ils ont fait une autre amélioration, c'est qu'aujourd'hui, le TLS, il est plutôt géré très haut niveau dans la partie réseau, si on prend les couches ISO, et donc du coup, c'est plutôt l'applicatif qui va se charger de gérer la partie sécurité, la partie SSL. Cette fois-ci, le TLS, ils l'ont mis dans la couche Quick. Donc vous vous souvenez tout à l'heure, les trois petits schémas HTTP, Quick et UDP, ben, la partie sécurité est faite dans Quick. Donc ce n'est plus à la charge de l'application de gérer cette partie sécurité. Donc là, une nouvelle fois, gain parce que bah, c'est assez complexe, et on n'a pas envie de se prendre les pieds dans le tapis à chaque fois que je dois coder ça. Et puis surtout, bah, si c'est fait plus bas niveau, bah, ça sera certainement mieux fait, puisque ça va profiter à plein de gens. Donc voilà, l'intérêt de Quick, c'est qu'on gagne ce temps-là, ces temps d'établissement, et en plus, on a du nouveau service, c'est que c'est Quick qui s'occupe de la partie TLS.
Troisième avantage. Alors là, accrochez-vous, c'est un peu un petit scénario, je vous emmène dans une petite histoire. On va essayer de comparer le transfert de 3 fichiers. Donc j'ai un fichier A d'une certaine taille, j'ai un fichier B et puis un fichier C. Ce fichier A, je vais le transporter de façon linéaire, l'un après l'autre. On a vu en HTTP 1.0 ou 1.1, on ne pouvait pas paralléliser les choses, elles arrivaient forcément dans l'ordre dans lequel je les ai demandées, donc c'était vraiment à la queue leu-leu. En HTTP 2, on avait déjà une première amélioration qui était le multiplexing. Donc déjà, mon fichier A, mon fichier B, mon fichier C va être envoyé sur différents canaux et ils vont un peu passer au petit bonheur la chance, suivant la qualité du réseau, suivant comment le serveur veut les envoyer, etc. Et donc, on va avoir un petit bout du fichier A, puis un petit bout du fichier B, un petit bout du fichier C, et ainsi de suite, jusqu'à ce que chacun des fichiers soit complètement envoyé. Eh bien, en HTTP 3, on a aussi cette fonctionnalité de multiplexing, et donc on a à peu près la même chose. Donc on se retrouve, pareil, avec les fichiers qui arrivent, un petit peu tronçonnés, et puis voilà. Maintenant, on va imaginer que dans cette communication-là, il y a un problème réseau. Je ne sais pas, une rupture, une perte de paquets, il peut y avoir plein de choses. Et donc on va dire, voilà, on va rompre la communication. En tout cas, ici, on a une perte de paquets. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Eh bien, c'est assez simple. En HTTP 1 et 1.1, eh bien, c'est l'ensemble des fichiers qui sont après qui vont être rompus, et donc on va devoir renvoyer le tout. Pourquoi? Parce qu'on est en TCP. Donc TCP, par sa intégrité, vérification de son intégrité du transport des données, il va dire « Ah, j'ai un problème, il faut que tu renvoies tout ça. » Ok, bon, ben, HTTP 1, c'est pas mal, mais on pourrait faire mieux. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer en HTTP 2? Ben, en fait, il va se passer la même chose, malheureusement. On est encore sur du TCP, rappelez-vous. TCP trouve un paquet erroné. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Je romps tout et je recommence. Donc, on avait d'autres avantages avec HTTP 2, qui était le multiplexing, c'est-à-dire de faire passer les fichiers les uns en parallèle des autres. Quand ça se passe bien, c'est génial, on gagne des performances. Par contre, quand j'ai un problème réseau, ben je suis comme en HTTP 1, patatrac, je perds tout, je dois tout recommencer. Et bien évidemment, pourquoi j'ai fait ce petit scénario? Parce qu'en HTTP 3, merci UDP, et là c'est peut-être un des moments où on va commencer à comprendre pourquoi UDP est intéressant, c'est que chaque flux de fichiers envoyés, chaque stream, vu par Quick, vu par HTTP, ben en fait, est indépendant en termes de paquets. Et donc, le contrôle de cohérence qui était fait par TCP et qui shootait tout le reste de la communication, et donc tous les paquets qui arrivaient dans ce flux TCP, eh bien, en UDP, Quick va se dire « Ah ben non, attends, c'est quoi? C'est quel paquet? Mais c'est le paquet du fichier B qui est dans mon flux X. Ok, celui-là, il est cassé. Il faudra le réémettre. Par contre, les autres, ils sont toujours bons. Quand je vais les recevoir, l'intégrité sera bonne et mes autres fichiers vont arriver au fil de l'eau. Et finalement, je n'aurai plus que le fichier B à réémettre et donc j'ai gagné en performance. Donc en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que HTTP2 avait déjà des gains de performance, mais sur des réseaux stables ou des réseaux puissants. Et on se rend compte que, en fait, HTTP3, avec cette démonstration et grâce à UDP et au contrôle de cohérence au-dessus fourni par la couche Quick, eh bien, on gagne en performance sur des réseaux un peu délicats, un peu compliqués. Ben, ça tombe bien, quand on est en mobile, ben, on n'a pas forcément un réseau complètement stable, on n'a pas forcément un réseau complètement cohérent, on passe de 4G, 3G, 5G. Bon, ben voilà, gain, petit gain. Voilà un nouvel avantage, à mon sens, du protocole HTTP3. Bon, c'est bien tout ça, on a fait un peu de théorie, j'espère que ce n'était pas trop dur pour vous, que je n'ai pas brassé trop de concepts difficiles. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait ça? Dans la vraie vie, je ne sais pas ce que vous faites, si vous faites des applications web, est-ce que vous êtes dans la partie front, est-ce que vous êtes dans la partie back? Moi, je suis plutôt dans les parties infra. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait au niveau infra pour faire des serveurs de type HTTP
et quelle version je dois supporter ou quelle version je peux supporter. Donc, déjà pour l'observer, je vais vous présenter quelques petits outils. Il y a un petit plugin qui se met dans nos chers navigateurs qui s'appelle HTTP Indicator. Je vais vous faire une démo juste après, mais je vais passer quelques outils, puis je vous ferai des démos juste après. C'est un petit outil qui vous donne l'état de communication que vous avez avec ce serveur. Donc, dans votre onglet, quand vous êtes connecté à cet onglet, vous avez la petite icône. La petite icône change de couleur suivant la version du protocole. Donc déjà, ça, c'est intéressant de savoir votre site web, par votre navigateur, comment il est vu, par exemple. Il y a un deuxième avantage à ce petit outil que je vous montrerai aussi tout à l'heure, c'est qu'on a vu que c'était compliqué de débugger du HTTP2 puisque c'est du binaire. C'est compliqué de débugger du HTTP3 puisque c'est du binaire. Ce petit outil vous propose un log, une sorte de dump à la volée de la communication qu'il a, ce navigateur-là, avec les infrastructures. Alors c'est un format JSON, parce que c'est moderne, mais c'est vraiment une sorte de log et on voit les paquets, on décode les headers, etc. Donc c'est assez pratique finalement, pas besoin de sortir une grosse artillerie de débuggeurs ou d'analyseurs réseau pour voir ce qui se passe entre votre page web et votre serveur. Le deuxième outil, c'est une référence, je pense que vous le connaissez tous pour ceux qui font un peu de réseau, c'est Wireshark, c'est un analyseur réseau réputé open source depuis très longtemps et évidemment, depuis sa version 3.4, Wireshark supporte HTTP 3, bien évidemment. Donc ça, c'était la nouveauté de cette version-là. L'avantage, c'est un analyseur réseau digne de ce nom. C'est-à-dire que vous allez voir pour chaque trame, pour chaque paquet, vous allez voir tous les attributs, toutes les valeurs. Vous allez pouvoir voir ça en temps réel. Donc c'est vraiment un vrai outil de debug. Là, si vous avez des vrais problèmes de communication, voilà, Wireshark sera très utile. Et puis, dans les petites démos que je vais vous faire, je vais aussi vous montrer ce qu'on peut faire avec curl. Curl, depuis la version 7.66, supporte HTTP 3. Ça aussi, c'est intéressant. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. Et on va voir comment ça se comporte. Alors là, il faut que je bascule mon affichage. Laissez-moi quelques secondes. Comme il y a de la console, ça sera plus facile. Hop. Déjà, est-ce qu'on voit tous la même chose? Parfait. Est-ce que vous voyez ma console? Parfait. Donc, vous voyez ici la petite icône de HTTP Indicator. Là, je suis sur les slides de Google. Il me dit que je suis en HTTP 3. Il suffit que j'aille sur .site, le site de Whiskel, je reload. Vous voyez l'icône, elle va changer. Hop, ici en haut à droite. Et là, je suis en HTTP 3. Là, je prends le site d'un copain, une encyclopédie sur le vitrail. Là, cette fois-ci, l'icône est bleue. On est HTTP 2. Donc, en fait, ça vous permet de tout de suite voir la connexion, l'état de connexion que vous avez avec ce serveur. Donc, quelle infrastructure ils ont déployée pour pouvoir présenter les requêtes avec votre navigateur. Ensuite, on va faire un petit peu de curl. Alors, si je reprends ça, non, c'était pas ça. Voilà, désolé. Hop, c'est lisible. C'est lisible pour là-haut aussi. Je lance curl. Donc c'est une vidéo YouTube, rien d'incroyable. Le serveur me répond, donc je n'ai pas affiché la vidéo, bien évidemment, c'est du binaire. Là, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir en quoi répond YouTube. YouTube répond en HTTP2, ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, quel est mon curl? Mon curl, c'est la version 8.5. Donc, on va essayer tout de suite d'interroger YouTube en HTTP3. C'est parti. Je fais la même requête et je dis cette fois-ci, je veux que tu communiques avec mon serveur, avec ce serveur-là, dans cette URL, en HTTP3. Et là, il me dit, attention, la version de curl que tu as ne supporte pas HTTP3. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dans la version libcurl, le HTTP3 n'est pas buildé avec. Comment j'aurais pu le voir? Quand j'ai demandé ici le curl version, vous voyez ici, il supporte que le HTTP2. Donc,
je n'ai pas, dans ma version d'Ubuntu, la bonne version compilée pour supporter le HTTP3. Donc déjà, ce n'est pas parce que vous avez une version récente de curl que vous allez supporter HTTP3. Première petite mise en garde. Donc pour faire ça, ah oui, alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, ok, il ne fait pas du HTTP3, mais est-ce qu'il fait du HTTP2 ? Ben, on l'a vu tout à l'heure, puisque c'était la réponse par défaut qu'il m'a fait. Donc effectivement, là, j'ai bien une réponse en HTTP2. Mais est-ce que je peux interroger YouTube en HTTP 1.1 ? Tout à fait, il me répond. Et il me répond bien ceci. Est-ce que je peux interroger YouTube en 1.0 ? Des pronostics ? Qui pense que ça va marcher ? À main levée ? Ouais, il y a des optimistes. C'est beau. Bravo, vous aviez raison. Effectivement, YouTube répond en 1.0. Donc on peut faire des requêtes curl. Je ne sais pas si ça marche derrière. Hein, je n'ai pas testé avec un navigateur configuré en 1.0. Mais en tout cas, il se passe des choses et YouTube accepte bien ma requête. Donc comment je vais faire pour vous montrer une connexion HTTP 3 avec YouTube ? Alors le seul moyen que j'ai trouvé facile pour la démo ici, ben, c'est d'utiliser une version dans un Docker. Donc ici j'ai une image Docker. Hop. Donc j'appelle une image Docker dans laquelle il y a curl et en ligne de commande, je lui dis bah, donne-moi ta version. Donc là, effectivement, j'ai la version 8.2.1 dev et effectivement, dans les features qu'elle supporte, j'ai bien HTTP3. Donc là, a priori, je vais pouvoir faire la même requête que tout à l'heure, mais avec du HTTP3. Eh bien, c'est parti. Donc, j'appelle toujours YouTube, toujours la même vidéo. Et effectivement, YouTube me répond bien en HTTP 3. Alors, je reviens à mes slides. C'en est terminé pour la démo. Évidemment, si je ne réponds pas. Voilà. Désolé, c'est pas pratique. Tout va bien. Non plus. Voilà. Alors, j'ai mes notes. J'ai plus qu'à me mettre en plein écran. Alors, maintenant, quel est l'usage finalement de ces versions de protocole? Puisqu'on a vu que YouTube répond dans les 3 versions de protocole. Comment, dans quel état est l'Internet aujourd'hui pour l'usage de ces protocoles? Donc, je n'ai pas trouvé de stats plus à jour. J'ai des stats de juillet 2023. On pourra extrapoler un peu avec les tendances. Mais voilà. Donc, l'état des lieux en juillet 2023. Donc, rappel, hein, juillet 2022, juin 2022 pour être précis, la RFC HTTP 3 sort. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que le protocole HTTP2 a plus, aujourd'hui on pense qu'il a plus de 50% du trafic, voilà, en HTTP2, que HTTP3 est plutôt aux alentours de 30%, et que le HTTP1 est plutôt aux alentours de 20%. Voilà un peu les tendances que l'on peut avoir sur l'évaluation du protocole. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout de suite sur le graphe des ruptures au niveau de l'évolution du protocole. Ben, en fait, c'est juillet 2022, c'était la sortie officielle de la RFC sur HTTP 3. Et donc, en fait, des grands cloud providers et des grandes infrastructures étaient déjà prêtes, puisque Speedy, entre autres de Google, était déjà en service. Et donc, on se rend compte qu'il y a eu, en juillet 2022, une évolution du protocole HTTP 3.
de l'usage du protocole HTTP3. Alors, ça, on a vu côté client, on peut faire des connexions dans les différentes versions de protocole. Maintenant, dans nos infrastructures, qu'est-ce qu'on peut faire? Côté AWS, en juillet 2022, ils ont sorti le premier et le seul service manager encore aujourd'hui qui supporte le HTTP3 en entrée, c'est CloudFront. Pareil pour GCP. GCP propose son deux produits, le Cloud CDN, l'équivalent de Cloudflare, et le Cloud Load Balancing. Ce sont les deux produits de Google qui supportent en entrée, côté front, le support du protocole HTTP3, en plus des deux autres précédents protocoles, le HTTP 2 et le HTTP 1.1. Côté Azure, j'ai eu du mal à trouver l'information. Je ne ferai pas de troll ici, bien évidemment, mais apparemment, il y aura un produit chez Azure qui est le Azure Front Door. Je pense que c'est l'équivalent, je ne suis pas spécialiste d'Azure, mais c'est l'équivalent du CDN de Azure. Et donc, lui supporterait, mais je n'ai pas pu le vérifier, supporterait HTTP3 en entrée. Et puis, bien évidemment, il y a une kyriade de logiciels qui supportent HTTP3 depuis. Évidemment, Nginx, Traefik, Kadi, Envoy, voilà. Tous les grands logiciels que l'on utilise en open source ont bien évidemment implémenté et supportent le protocole HTTP3, en plus de supporter les deux versions précédentes. Alors, petite, comment on va dire ça, petite mise en garde en fait. Ce que je veux vous indiquer ici, c'est que si on prend le Amazon CloudFront, donc le CDN d'Amazon, si vous avez un applicatif qui utilise ce service de CDN, effectivement, vos usagers vont pouvoir se connecter à vos ressources. Après, c'est des choses de configuration que vous pouvez faire, vous pouvez en exclure, bien évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en tout cas, le service d'Amazon supporte les trois protocoles en entrée. Donc ça, c'est intéressant, parce que vos navigateurs vont pouvoir venir se connecter en HTTP3 et donc profiter de tout ce qu'on a vu, de toutes les améliorations dont on a vu tout à l'heure, les bénéfices et les avantages dans certains cas. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, quand le CDN va forwarder, va faire suivre la requête HTTP à votre compute, à votre VM, ou qu'il va l'envoyer vers un bucket S3, eh bien en fait, automatiquement, il nous met sur une connexion HTTP 1.1. Et donc là, on n'a plus le bout en bout, on n'a pas dans votre applicatif tous les services que vous amène le HTTP3. Donc il y a une rupture, on va dire, protocolaire. Ce n'est pas grave, ça ne pose pas de problème en soi. Par contre, il faut en avoir conscience. Parce que dans certains cas, vous pourrez ne pas avoir pleinement tous les services que vous vouliez avoir. On a la même, on ne fait pas de jaloux, hein, chez GCP. Alors GCP, pareil, sur la partie front, il supporte bien les trois protocoles en entrée. Et puis le load balancer, quand il va envoyer les requêtes à vos VM ou à vos buckets, en fait, lui aussi, il va soit envoyer en 1.1, alors il est un petit peu mieux que AWS, il va soit envoyer en 1.1 ou en HTTP2. Voilà, c'est à vous à choisir, à configurer, suivant comment sont vos applicatifs au bout. En fait, ce que je veux vous signifier ici, c'est que vous n'aurez pas, sur des infrastructures managées, aujourd'hui, à date, d'infrastructures de bout en bout en HTTP3. Donc c'est pas grave, une nouvelle fois, c'est pas un problème, mais il faut juste en avoir conscience. Si vous voulez du HTTP3 de bout en bout, ça sera à vous à gérer vos propres load balancers qui supportent HTTP3 et qui forwardent les requêtes vers vos backends en HTTP3 si vous avez ce besoin-là. Et dans ce cadre-là, ça sera à vous à maintenir ces load balancers avec toute la problématique de qualité de service, de scalabilité, etc. En fait, ce pourquoi on utilise les services managés. Donc voilà, c'est pas grave, mais c'est quand même important de le savoir. Vous n'aurez pas du HTTP aujourd'hui, à date, HTTP3, de bout en bout, entre votre client et vos backends. Alors, quelques conclusions. Je suis pile dans les temps. Une nouvelle fois, ce sont mes conclusions. Les évolutions du protocole, le protocole en lui-même HTTP est tellement riche et tellement varié qu'on pourrait en parler une semaine entière rien qu'en conférence. Donc,
les points que j'ai retenus, c'est vraiment des choses qui m'ont touché, qui me préoccupent au quotidien dans mes infrastructures. Et donc, du coup, voilà, c'est des choses que j'essaie de faire ressortir pour que vous aussi, vous soyez soit vigilants, soit attentifs à ces points-là. Donc, le petit rappel, j'ai remis les chiffres estimés. Alors, c'est les miens aujourd'hui, mais j'ai aucune valeur là-dessus. Plutôt 30% pour HTTP 3, plutôt 50% pour HTTP 2. La tendance, évidemment, est en train d'évoluer. HTTP 1 baisse, lui, par contre, on est aux alentours de 20%. Alors, le premier point, c'est que, évidemment, HTTP 3 améliore les performances et la fiabilité. C'est-à-dire qu'en fait, il permet d'avoir une communication encore plus rapide, encore plus optimisée, et surtout, de mieux se rattraper quand il y a des chaos sur la route. C'est-à-dire que si vos paquets sont perturbés, si vous changez de réseau, etc., il se rattrapera mieux aux branches et votre connexion sera moins chahutée, votre applicatif sera moins chahuté. Ça, pour moi, c'est un des gros avantages qu'amène l'évolution du protocole HTTP 3. La complexité, c'est que c'est du quick, c'est-à-dire que c'est nouveau, on découvre. Pour l'analyser au niveau du réseau, c'est un peu plus compliqué. Il y a des nouvelles façons, il y a des nouveaux paradigmes. Bon, voilà, on n'aura pas les mêmes réflexes. Voilà, c'est l'inconvénient de l'avantage. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, comme maintenant Quick utilise UDP, en fait, jusqu'à présent, l'UDP, dans le kernel, il n'y avait pas beaucoup de commits. Alors, je ne me suis pas amusé à faire de stats, mais on pourrait regarder la stack UDP dans le kernel. Par rapport à les optimisations qui sont faites depuis 20 ans sur le TCP, je pense que l'UDP est un peu le pauvre du kernel. Et donc, maintenant que Quick prend de la place, de l'ampleur dans les infras, dans les clients, eh bien, il va y avoir peut-être des améliorations qui vont être faites au niveau du kernel pour UDP. Et donc, du coup, voilà, on va encore gagner certainement en performance. Donc ça, pour moi, c'est aussi un point positif, c'est qu'il y a des choses qui vont un peu être dépoussiérées. Un autre avantage, c'est que, vous l'avez vu tout à l'heure, HTTP, c'est un protocole qui est transporté par Quick, qui est transporté par UDP. Mais en fait, on peut transporter autre chose avec Quick. Quick est un protocole que vous pouvez implémenter. C'est-à-dire, si vous êtes en HTTP, très bien, vous faites du HTTP, mais si votre applicatif a besoin d'autre chose, par exemple, faire du jeu. Avant, les jeux jouaient beaucoup sur les paquets UDP parce qu'on voulait garder de la vitesse, on s'en foutait de perdre des paquets, c'est pas grave, les applicatifs se rattrapaient. Mais maintenant, avec Quick, on va pouvoir avoir de l'UDP, donc la vitesse, mais en même temps l'intégrité de paquets. Donc ça peut être intéressant. Donc on peut se dire que dans les prochains temps, il y a peut-être des jeux qui vont profiter de ce niveau de nouveau protocole qui est Quick, qui est accessible par tous. Il y a une spec, il y a de la documentation, il y a des points d'entrée dans le système pour appeler et utiliser Quick. Il y a déjà des implémentations de DNS sur Quick. Historiquement, alors je pourrais faire une conf entière sur le DNS, mais le DNS, ça utilise les deux protocoles. Ça utilise le TCP et ça utilise l'UDP pour des histoires de performance, de vitesse, etc., etc. Donc il y avait une implémentation de DNS sur UDP, historiquement. Bien là, on va pouvoir imaginer, et c'est déjà fait, une implémentation de DNS au-dessus de Quick. L'avantage, c'est que Quick nous amène ce niveau de service qu'on avait en TCP, mais qu'on a perdu à cause du DP. Et donc, il y a ce contrôle de cohérence qui est fait par la couche Quick, qui peut être intéressant. Donc, pour le DNS, ça a déjà été fait. Également, a été implémenté SSH over Quick. Une nouvelle fois, toujours dans le même état d'esprit, si on rompt la connexion, je vais continuer certainement à avoir mon terminal ouvert lorsque je me reconnecterai sur un autre type de connexion. Mon SSH ne perdra pas la main. Donc il y a des tas de protocoles, de services, d'applications qu'on utilise qui vont se mettre à utiliser Quick pour notre plus grand avantage. Alors, le corollaire de tout ça, bien évidemment, c'est que l'UDP étant très peu utilisé, il était énormément fermé dans nos infrastructures. Il y a beaucoup de boîtes qui fermaient le protocole UDP en entrée et en sortie au niveau du réseau pour aller sur Internet. Donc il va falloir vérifier, quand vous faites du protocole HTTP 3, que les gens du réseau vont laisser passer vos paquets UDP. Parce que là, sinon, ça ne passera pas à la grande muraille de Chine. Donc ça, c'est un inconvénient à prévoir. L'autre avantage de Quick, c'est que Quick, il est développé dans la partie ce qu'on appelle user, dans le user space. C'est-à-dire que
c'est assez facile de déployer des nouvelles fonctionnalités. C'est assez facile de contribuer. Et donc, en fait, le protocole Quick va avoir beaucoup d'améliorations dans les prochaines années, puisqu'en fait, il amène des nouveaux services, des nouveaux usages. Et ben, grâce au fait qu'on est dans le user space et pas dans la partie kernel, ben, c'est plus facile de contribuer. Aujourd'hui, ça c'est un état des lieux, mais peut-être que ça va évoluer, si nos chers cloud providers nous entendent. La rupture protocolaire entre le client et le serveur au niveau du HTTP3, bon, c'est une réalité, il faut en avoir conscience, c'est pas très grave, hein, je le redis, mais il n'y a pas de service entier aujourd'hui disponible avec des services managés, donc bah, ça va certainement évoluer dans le temps, mais aujourd'hui c'est dans cet état-là. Eh bien j'en ai fini, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour, merci pour la présentation, c'était assez clair et je vous remercie. J'ai trois petites questions. La première, c'est le support des navigateurs au niveau de HTTP3. Qui c'est qui va demander de dire que je passe en HTTP3 d'abord, puis je fallback sur HTTP2. La deuxième question serait sur la partie encapsulation, le fait de rajouter plusieurs couches lors de la transport de l'information au moment du décodage ou de la désencapsulation. Est-ce que ça ne rajoute pas un peu de temps de latence pour faire ça ? Et la dernière, c'est l'histoire de l'ID qui est passé au moment où je change de connexion à une autre. Est-ce que je ne pourrais pas, par exemple, comme un attaquant, essayer de forger mon propre ID pour essayer de récupérer les données à la place de la personne précédente ? Merci. Effectivement. Alors, je vais essayer de me souvenir des trois questions, il faudra m'aider. La première, c'était du coup... La première, c'était sur le support des navigateurs. Ouais, le support des navigateurs. Alors, moi, je suis plutôt un gars de l'infra, mais aujourd'hui, tous les navigateurs supportent les trois protocoles. Donc ça, c'est déjà la majorité, enfin vraiment, les libres qu'ils utilisent implémentent HTTP3. Donc forcément, ils ont ce service et la capacité de le faire. Je n'ai pas encore creusé cet aspect-là, en particulier, de comment le navigateur choisit de quelle connexion il va essayer. Est-ce qu'il va essayer HTTP3, puis s'il n'y a pas, il va essayer HTTP3. J'ai pas fait HTTP2. J'ai pas fait la démo tout à l'heure. On aurait pu essayer de se connecter à un service qui fait que du HTTP2 en faisant une requête HTTP3. Et ben en fait, on voit que curl, il fait un fallback directement sur HTTP2. Donc ça, c'est un comportement de curl. On peut imaginer que c'est la même chose dans les navigateurs, mais c'est une excellente question et j'essaierai de creuser ça et d'améliorer ça dans mon talk pour les prochaines fois. Mais oui, évidemment, cette question-là, c'est quid du navigateur quand il décide de se connecter. La deuxième question, c'était... C'est sur l'encapsulation. L'encapsulation. Ouais, bah, je vais répondre une évidence. Oui, si tu encapsules, il se passe des choses en plus. Moi, ce que j'y vois, et là où c'est intéressant, c'est que déjà, c'est une nouvelle stack nouvelle, donc tout est propre, tout est neuf, il n'y a pas 20 ans d'histoire dans la stack TCP, dans la stack HTTP, dans la partie TLS, etc. Tout ça est propre et neuf, donc ça sent encore la peinture, si je puis dire. Donc oui, ça amène un peu plus de latence, mais le gain de tout le reste, à mon avis, est tellement négligeable par rapport à cette encapsulation. Puis maintenant, je pense qu'on sait faire ça parfaitement bien. Donc non, je pense que on peut considérer, moi je le considère comme négligeable. Okay. Et la troisième question, c'était sur l'ID. Alors, je n'ai pas la réponse sur la partie « je forge un ID », mais en gros, c'est un ID diffusé par le serveur. Donc, effectivement, si tu arrives à déterminer quel est l'ID d'en face, tu peux effectivement faire des choses. Il y a eu une attaque, j'ai un talk là-dessus, où là, cette fois-ci, on ne détermine pas l'ID de connexion. Par contre, on fait du flood, on fait générer des milliers de sessions côté serveur et on fait tomber le serveur parce que le serveur maintient une table avec du contexte et ça le fait péter. Voilà. Donc c'est sorti il y a quelques années, maintenant c'était en septembre, je ne sais plus combien, mais voilà, 2023 peut-être. Et donc oui, il y a des nouveaux services, nouveaux types d'attaques. Voilà, c'est le bouclier contre l'épée et ainsi de suite. Je ne vous fais pas l'histoire, mais voilà. Super, merci. Tu as parlé un petit peu des firewalls, mais les firewalls deviennent de plus en plus applicatifs, ils remontent dans les couches. Est-ce que pour l'instant, il y a du support de Quick ou HTTP3 en général en fait? Alors, je n'ai pas d'infos particulières là-dessus, mais évidemment, il y a tout ce qu'on appelle les WAF, les choses comme ça.
Ça, c'est plus pratique, puisqu'en fait, tu l'as dans ton infra as code, théoriquement. Donc, c'est toi qui vas ouvrir le security group ou qui va autoriser de faire rentrer tel port et tel port. Donc, c'est plus à la main de celui qui monte l'infra, etc. Il n'y a pas de choses automatiques aujourd'hui, donc ça sera toujours toi qui auras la main là-dessus. Voilà. Mais j'ai pas plus d'infos, effectivement, mais le futur nous parlera de tout ça, quoi. Ça clignote rouge, c'est fini. Merci pour vos questions et votre écoute.